Bonsoir à toutes et tous, joie de vous retrouver pour une séance de rattrapage des meilleurs moments des clubs de 28 minutes. Au programme ce soir, du débat nuancé et des invités toujours singuliers, vous le savez, le tout dans la bonne humeur bien sûr. Sans oublier vos rendez-vous habituels, Frédéric Pommier et son histoire de la semaine, et Benoît Forgeard et sa folle dérive des continents. Et tout de suite, place à l'actualité avec cette question, l'interdiction de fumer à la plage est-elle une bouffée d'oxygène ou une liberté étouffée? Frédéric Saïs, on vous écoute. Il vous en coûtera 135 € si jamais vous aviez l'idée cet été de vous griller une petite cigarette à la plage, ou bien dans les parcs, ou bien à proximité des bibliothèques ou des écoles. Décision du gouvernement entrée en vigueur qui a déjà évidemment suscité son lot de commentaires. C'est encore un coup pour mettre des amendes aux gens, pour récupérer de l'argent, comme pour les problèmes de sécurité routière. Moi franchement, je trouve ça ridicule. Quoi. On amène les cendriers, on n'a plus le droit de fumer dans les parcs, sur les plages et tout. Je trouve ça ridicule. Voilà une nouvelle étape en tout cas dans la lutte contre le tabagisme passif, presque 20 ans après l'interdiction de fumer à l'intérieur des bars et des restaurants, vous vous en souvenez. Alors cette fois, il ne s'agit plus d'espaces confinés, mais d'espaces de plein air. Isabelle Saporta, vous pensez que ces règles sont bienvenues ou bien qu'elles vont trop loin cette fois-ci? Moi, je pense qu'il y a une acceptabilité des idées à la noix, comme celle pour les impôts. Vous voyez, il y a un moment, il y a une petite dose à pas dépasser. Et je pense que là, on l'a un peu dépassé. Donc je vois bien que c'est pétri de bons sentiments, que c'est très bien pour la santé publique. Bon, tout ça va très bien, mais en fait, il faut quand même laisser... Il ne faut pas contraindre les gens en permanence, quoi. Il faut laisser des espaces de liberté, il faut laisser des espaces de rêve. Et... Le bon sens, ne pas fumer à côté d'une école, à côté de 25 ans. Je ne vois pas un fumeur qui irait souffler sa fumée dans le nez des enfants. Si vous faites partie des fumeurs qui soufflent la fumée dans le nez des enfants. On l'a reconnu, Antoine. C'est ça, vous êtes comme ça, vous, mais c'est bel esprit. C'est-à-dire que vous ne fumez que sur les plages. Moi, des enfants, spécifiquement. Bon, je vais pas avancer masqué. Non, je ne fume pas. Voilà, déjà. Mais vous aimeriez bien. D'où je parle. Je parle d'un non-fumeur, voilà. Mais cette extension de l'interdiction ne me choque absolument pas. Je ne vois pas en quoi c'est liberticide. C'est la conciliation, comme on le fait dans l'ensemble de notre droit et de nos libertés fondamentales, d'une liberté de fumer qui existe toujours, et d'autres droits, comme celui d'être en bonne santé ou de bénéficier d'un air sain. Non, je trouve qu'au contraire, c'est un bon moyen d'affirmer une liberté, paradoxalement, parce qu'on pourrait élargir toutes les libertés, par exemple la liberté de se droguer. Moi, je suis très favorable à la légalisation de toutes les drogues, même les drogues dures, mais à condition que ce soit encadré et qu'on ne le fasse pas n'importe comment. Sauf que Yanis Roeder, dans cette loi, on a oublié par exemple les terrasses des restaurants ou des cafés, où pour le coup, on sent la cigarette très proche. Ça, pour le coup, c'est un oubli qui s'explique comment. Vous ne voulez pas... contrarier les professionnels en question. Je ne suis pas dans le secret de ce qu'a dit la ministre et de ce pourquoi elle a choisi de ne pas contraindre les terrasses des cafés. Mais le fait est que vous avez une proximité, une promiscuité aux terrasses des cafés que vous n'avez pas nécessairement à la plage. Ça dépend des plages que vous fréquentez. Mais, en l'occurrence, vous soufflez, et je pense à ce que j'ai vécu hier soir, une terrasse de café avec ma fille, où effectivement on me soufflait dessus, c'était assez désagréable. Donc oui, effectivement, on peut se poser légitimement la question. De santé publique, comme on n'en parle pas, mais comme d'ailleurs la légalisation des drogues prenait pour un problème de santé publique. Mais moi, je voudrais dire une chose, c'est que ce que je constate en tant que prof, les jeunes, mes élèves en tout cas, ont un regard très négatif aujourd'hui sur la cigarette qui n'existait pas il y a 20 ou 30 ans. Ils fument beaucoup moins d'ailleurs que les générations précédentes. Mais même si vous êtes, moi je ne suis pas fumeur, mais si vous êtes pris à fumer, les élèves vous regardent comme quelqu'un qui se conduit quasiment mal. Et d'ailleurs, on a une baisse réelle du taux de jeunes qui fument. Donc, il y a quand même un message qui est passé. Alors, peut-être qu'il faut en arriver à l'interdiction aux plages et aux jardins, je ne sais pas, j'en suis pas totalement convaincu. Mais aussi aux terrasses. Et oui, alors après, c'est une question... c'est un problème d'argent. Voilà, c'est une question économique. Des restaurateurs. Mais ça reste, c'est une vraie question de santé publique, mais on est en train petit à petit de gagner cette bataille, je crois. Mais justement, ce petit à petit, est-ce que là, on n'est pas en train de râler alors qu'on va bientôt s'habituer, parce qu'on voit qu'à l'international, par exemple, que ce soit en Australie, au Japon, au Mexique, les règles elles sont beaucoup plus strictes et les gens se sont habitués, ça se passe très bien. Ben ouais, mais c'est vrai qu'on est un peu des Gaulois réfractaires. On aime bien aller. Et par ailleurs, moi, j'ai pas tellement envie de vivre dans un monde aseptisé, même si je fume plus. Je veux dire, il suffit de dire à quelqu'un qui est fumeur à côté de vous que vous voulez pas qu'il fume à côté de votre enfant. Ça, c'est pas un vrai drame. Mais ce côté de monde aseptisé complètement, enfin, moi, je trouve ça d'une tristesse incommensurable. Mais bon, c'est peut-être mon côté romantique. En tout cas, on a compris que Isabelle et Antoine, vous n'irez pas à la plage ensemble. Un dessin. Je me remettrai à fumer rien que pour l'embêter, en fait. On en parlera. Merci, un dessin de Louison.
Écoutez, il faut penser à tous ceux à qui ça va donner une petite envie d'arrêter de fumer, y compris à la plage, les plus gros fumeurs du groupe. Merci Louison. Frédéric, c'est l'heure de votre duel de la semaine. Cette semaine, ce duel oppose le président de la République, carrément, à l'un de ses ministres qui l'enterre déjà. Absolument, Renaud, à ma gauche, Emmanuel Macron, 47 ans, le chef de l'État. À ma droite, Bruno Retailleau, 64 ans, président du Parti Les Républicains et ministre de l'Intérieur. Alors, chaque semaine, les deux hommes se retrouvent quasiment face à face au Conseil des ministres. Et le dernier en date, il n'a pas été des plus chaleureux. Pourquoi ? Eh bien, à cause de cette une du magazine d'extrême droite Valeurs Actuelles. En tête d'affiche, on le voit, Bruno Retailleau. Et cette déclaration, je ne crois pas au en même temps, la devise phare, bien sûr, d'Emmanuel Macron. Voilà donc une prise de distance publique placardée sur tous les marchands de journaux du pays. Alors, prononcer cette phrase quand on appartient à un gouvernement à majorité macroniste, c'est un peu comme se dire athée au milieu d'une congrégation religieuse, ça fait mauvais genre. Et d'ailleurs, les apôtres du chef de l'État, ceux qui le suivent depuis le début, ont très peu goûté ces mots. Écoutez par exemple l'un des marcheurs originels, Clément Beaune, l'ancien ministre. Il y a quand même des principes qui devraient être assez simples. Quand on est nommé par le président de la République, on n'attaque pas le président de la République. Sinon, le président de la République, c'est une personne, c'est une institution. Il a été élu 2 fois, donc expliquer que c'est un courant politique qui est éphémère, qui ne vaut rien, c'est quand même un manque de discernement et de respect qui est grave. Alors Emmanuel Macron, lui, n'a pas réagi publiquement. C'est François Bayrou, le Premier ministre, qui a été chargé du recadrage. Les différences de sensibilité sont bienvenues. Le pluralisme est bienvenu. Mais il ne faut pas que ces sensibilités prennent la forme de divergence. Et le principal intéressé dans tout ça, me direz-vous, Bruno Retailleau, eh bien lui, il fait mine de ne pas comprendre du tout la polémique. Je respecte évidemment à la fois la personne et la fonction présidentielle parce que je suis gaulliste. Ça ne fait pas de moi un macroniste, chacun le sait depuis longtemps. Et c'est toute la difficulté de ce gouvernement de circonstances. Ce n'est pas vraiment une coalition, ce n'est pas vraiment une cohabitation. D'ailleurs, le Figaro tente un néologisme. Il parle de cohabitation. Et c'est vrai que ce n'est pas terminé, sans doute. On pense au budget à l'automne. Et puis, cet accrochage illustre aussi l'inconfort de la double casquette, évidemment, de Bruno Retailleau, à la fois ministre, donc tenu par la solidarité gouvernementale, mais aussi président du parti LR et possible, probable, futur candidat en 2027, au moment où il devra donc se désolidariser du bilan macroniste pour apparaître comme l'alternance, pour apparaître comme le renouveau, pas si évident. Alors est-il allé trop vite, Bruno Retailleau, tout à sa hâte d'enterrer le macronisme, un peu comme le croque-mort dans Lucky Luke qui commence à prendre les mesures du vivant de son propre client. Bruno Retailleau interroge en fait la pérennité à la fois de ce parti et de ce courant idéologique, manière de suggérer que le macronisme n'est qu'une parenthèse et puis qu'une fois refermée cette parenthèse, la vie politique française reviendra à une bonne vieille alternance droite-gauche. Julie Graziani, vous êtes d'accord avec cette analyse ? Sur le plan sémantique, il a raison. Un mouvement politique dérivé du nom du principal intéressé, c'est évidemment personnalisé. Sur le plan politique, Bruno Retailleau voit maintenant qu'il y a un espace pour la droite. D'abord parce qu'à titre personnel, c'est lui qui a été un élément de stabilisation des 2 gouvernements successifs. Donc c'est lui qui a permis en fait d'arrimer un peu le peuple de droite malgré tout à ces gouvernements fragilisés. Mais et il a sans doute Macron. Mais bien sûr, mais avec tout son discours, sa thématique sécuritaire, autorité régalienne, il a certainement contribué à affaiblir aussi le Rassemblement national ces derniers temps. Et ce qui se rejoue là, c'est le cumul ministre de l'Intérieur, chef de parti. Ça vous rappelle quelqu'un. Donc c'est évidemment la droite qui se sent à nouveau un boulevard après une très très longue traversée du désert pour reprendre des couleurs. Et alors vous parliez de Nicolas Sarkozy sous Jacques Chirac finissant, qui ne pouvait pas se représenter. Autre point commun, c'était ça aussi vous rappelle quelqu'un. Sous François Mitterrand, Pierre Jacquemin, il y avait eu le fameux droit d'inventaire dégainé par Lionel Jospin. Autrement dit, ces présidents qui sont en fin de carrière de leur 2 mandats, en tout cas, on ne parle pas d'âge, mais vraiment de capacité à se représenter, c'est leur destin implacable, ils vont se faire marcher dessus jusqu'à la fin, c'est le cas d'Emmanuel Macron. C'est vrai que Bruno Retailleau ne doit rien à Emmanuel Macron. Emmanuel Macron a perdu les élections législatives et que s'est mis en place un gouvernement qui n'est pas un gouvernement de soutien à Emmanuel Macron, ni même un gouvernement de cohabitation. Ça a été dit par le Figaro, la formule est plutôt bienvenue. Il y a une tension et la question c'est jusqu'à quand il va accepter cette humiliation permanente. C'est-à-dire qu'il va sur des terrains qui ne sont quand même pas les terrains qu'on connaît d'Emmanuel Macron et puis on lui demande de faire son boulot de ministre de l'Intérieur. C'est ça qui ne va pas chez Bruno Retailleau. Il est encore ministre ou il est déjà candidat en fait? Force est de constater qu'il est quand même
pleinement candidat à l'élection présidentielle. Donc il est en train de s'inscrire comme étant le candidat le plus légitime de sa famille politique. Et en même temps, il est aussi un produit du en même temps. Donc il a beau nous expliquer qu'il est contre le en même temps, qu'il ne croit pas dans le en même temps, mais il est dans le en même temps. Il est en même temps contre Emmanuel Macron, mais en même temps macroniste, puisqu'il appartient à un gouvernement qui l'a fait nommer. En tout cas, c'est encore une histoire de couple un petit peu chaotique, n'est-ce pas, Coco? Exactement, prise sur le fait, la kiss cam, Retailleau-Macron, la rupture semble consommée. Merci Coco. Frédéric, autre actualité de la semaine, l'heure de la rigueur est annoncée, l'heure de la rigueur pour l'automne. Oui, d'ailleurs, il n'a pas pris de gants, hein, vous l'avez entendu, François Bayrou, pour décrire la situation budgétaire. Dernière station avant la falaise, c'est la phrase qu'il a utilisée avant de dégrainer les mesures dont on vient de parler, suppression de 2 jours fériés, mais aussi année blanche des retraites et des prestations sociales, ou encore des remboursements de médicaments en plus. Alors bien sûr, tous les partis d'opposition ont hurlé à la saignée budgétaire. Cela dit, est-ce qu'ils iront jusqu'à censurer le gouvernement à l'automne, à le faire tomber ? Ou bien l'esprit déjà tourné vers 2027, vers la présidentielle, ces partis vont-ils laisser François Bayrou apurer les comptes de la nation, faire le sale boulot, entre guillemets, pour éviter au prochain chef de l'État de devoir commencer son mandat, Pascal Blanchard, par une cure d'austérité? Vaste question, ça dépend d'où on se place. Oui. Je pense que les héritiers potentiels de la Macronie, de Bayrou, de Macron, n'ont pas forcément un immense intérêt de considérer d'être... accusés d'avoir contribué à cette situation. Donc pour eux, ce n'est pas forcément une bonne situation politique. On peut parler d'Édouard Philippe, de Gabriel Attal. Exactement, et quelques autres, puisqu'ils sont assez nombreux quand même sur la ligne de départ. On peut imaginer que pour les autres, ce serait un avantage, puisqu'ils n'arrêtent pas de démontrer, le RN comme les socialistes, qu'ils auraient, ou toute la gauche, qu'ils auraient d'autres solutions à apporter. On les attend d'ailleurs. J'ai remarqué que beaucoup hurlent au loup, mais qu'on attend des propositions très concrètes pour arriver à 43,8 milliards. On ne les a pas vues. Donc ça veut dire que ce n'est pas aussi simple que ça sur le moyen terme. À court terme, oui. Mais dans 3, 4, 5, 6 mois. Puisque le travail a quand même été fait, je pense, où les Français ont pris conscience en temps qu'il y avait quelque chose à faire. Sur le pourquoi, on est d'accord, 2 jours, et tout le monde en a parlé au bistrot, et depuis 3 jours, on ne parle que ça dans les bistrots sur les 2 jours fériés. Ah, vous avez beaucoup fréquenté les bistrots. Oui, on en a parlé tout à l'heure, c'est là qu'on va... Les gens n'ont rien retenu. Si vous demandez aux gens d'expliquer comment les 43 milliards sont économisés, personne n'a compris. Alors ça ne représente que 10% environ du plan d'économie, les 2 jours. Oui, 4,2%. Sur 40 milliards. Sur 43 milliards. Pour comprendre. Sur 43 milliards. Parce que c'est quand même un enfer à suivre. Par contre, ce que les Français ont compris, c'est qu'il y avait une situation à apurer et qu'il y avait des solutions à trouver. Et donc, ça veut dire qu'ils vont être extrêmement vigilants. Par exemple, moi, je n'ai pas du tout compris la déclaration d'Édouard Philippe, à part de penser à son propre intérêt à lui, de dire « Oh là là, surtout pas !» Les critiques, elles sont faciles pour son propre héritage, mais si vous n'amenez pas des solutions alors que les Français sont sensibilisés à la question, quelque part, c'est vous qui allez être critique. Donc oui, on attend qu'il nettoie les écuries de Gias. Oui, on espère qu'il va le faire. Je ne pense pas qu'il va subir une si forte sanction que ça, parce que ça arrange tout le monde pendant encore quelques mois qui gère la situation. Et je pense qu'au final, personne n'a d'alternative à ce qu'il vient de proposer. Donc on risque de le voir encore pendant longtemps, et peut-être même de le voir mettre en partie son programme en place. Géraldine Wassner, vous aviez l'air dubitative au début de la démonstration de Pascal Blanchard. Non, je suis absolument d'accord sur le fait que la censure, c'est pas du tout fait encore, parce que il faut voir le calendrier. On va débattre fin septembre, en octobre. On sera quand même très très près des municipales, et ne pas avoir de budget en janvier, ils en seront comptables et ça ne réglera quand même pas le problème. Maintenant, là où je suis un petit peu inquiète pour le débat public, c'est quand j'entends parler de cure d'austérité. Pardonnez-moi, il ne s'agit même pas d'économie. On ralentit la hausse des dépenses. Les dépenses augmenteront de 29 milliards d'euros. Donc c'est tout sauf de l'austérité. Pour des raisons en partie démographiques, notamment de vieillissement. Démographiques, mais il y a plein d'excellentes raisons, si vous voulez, mais on n'a même pas commencé à réduire les dépenses. Sur les collectivités. On freine la hausse. Les collectivités territoriales, elles... Et ce débat-là, en fait, François Bayrou a présenté des mesures qui sont finalement assez modestes, parce qu'il n'a pas de majorité pour voter des mesures structurelle, mais ça doit bien être le cœur du débat de la prochaine présidentielle. Et ça, on n'y coupera pas. Et pour l'instant, on n'a pas encore vu ce débat arriver dans les partis d'opposition. François Bayrou n'a pas de majorité à l'Assemblée, vous le disiez, mais il a des soutiens. Oui, ou des semi-soutiens. On peut le dire de Laurent Wauquiez, par exemple, le chef de file des députés Les Républicains à l'Assemblée nationale. Il a adopté un ton plutôt modéré. Ce que je constate depuis hier, c'est la somme des réactions irresponsables de tous ceux qui rejettent tout en bloc. Et la conviction de la droite républicaine, c'est que ça n'est pas comme ça qu'on sortira le pays de l'impasse. Et que la période actuelle suppose au contraire que l'on soit capable de travailler ensemble, au-delà des différences politiques, pour aller chercher des solutions d'économie sur notre dépense. Nathan Devers, comment vous expliquez cette relative mansuétude? C'est du fond. Après tout, la droite a toujours dit oui, il faut maintenant mettre un coup d'arrêt aux dépenses publiques, ou bien c'est de la tactique politicienne? C'est probablement un peu des deux.
et parce que je suis d'accord avec ce que vous disiez, ça arrange un peu tout le monde, que ce soit François Bayrou qui fasse ce travail-là. Dans la configuration de l'Assemblée nationale, où aucune majorité ne peut se dégager pour prendre des décisions vraiment déterminantes, des décisions clivantes, la seule solution, c'est d'oublier les intérêts particuliers, les intérêts partisans, et d'essayer, en cherchant l'intérêt général, de trouver le plus petit dénominateur commun. Et il est vrai que dans cette logique, je ne dis pas ça pour le défendre, mais François Bayrou, premièrement, c'est ancien, sa candidature à l'élection présidentielle. Il avait déjà un diagnostic sur la dette. Donc ce n'est pas quelqu'un qui est parachuté pour résoudre une crise sur laquelle il n'a aucune forme de légitimité. Deuxièmement, c'est lui qui s'est quasiment autonomé à Matignon, puisqu'il n'a pas été appelé par le... On se souvient des circonstances dans lesquelles il est arrivé. Il savait qu'allant à Matignon, il n'y allait pas dans des circonstances favorables, mais qu'il y allait pour être confronté à cet Himalaya dont il avait parlé lors de son premier discours. Donc pour toutes ces raisons, évidemment, aucun parti ne peut dire aujourd'hui les décisions de François Bayrou vont complètement dans notre sens, nous nous y reconnaissons. Tout le monde est d'accord pour dire c'est un plus petit dénominateur commun. Mais est-ce qu'il y avait une autre solution ? En tout cas, pour l'instant, aucun politique, à part la France Insoumise, n'a fait, si vous voulez, de contre-proposition vraiment convaincante sur ce budget. Alors, pas d'autre solution, dites-vous. Ce serait donc menu unique, c'est ça, Thibault ? Oui, menu unique au restaurant préféré de Bayrou, c'est Budget King. Du pain sec et de l'eau pour 44 milliards d'euros. Parce que je n'allais quand même pas taxer les hamburgers des milliardaires. Merci Thibault. On poursuit ensemble cette session de rattrapage des meilleurs moments des clubs de 28 minutes avec l'histoire de Frédéric Pommier et avec des invités passionnés et donc forcément passionnants. Mais avant cela, retrouvons le point com de Marjorie Adelson, le feuilleton le plus brûlant de l'été sur les réseaux sociaux. Regardez. Marjorie, c'est à vous maintenant et à votre point com de la semaine. Ce soir, c'est l'image d'un couple devenu historique, bien malgré lui. Oui, c'est l'un des adultères les plus commentés au monde. Vous n'avez pas pu passer à côté de cette vidéo. Lors d'un concert de Coldplay, une caméra dans la foule surprend un couple tendrement enlacé. Quand ils réalisent qu'ils sont filmés et diffusés sur grand écran, ils se séparent immédiatement, suscitant les moqueries du chanteur. Écoutez. Alors, c'est effectivement un couple illégitime, comme on dit, chacun est marié de son côté, mais ça n'est pas tout. Lui est patron d'une start-up dans l'IA et elle est responsable RH dans la même entreprise. Impensable dans la société américaine où l'irréprochabilité et la transparence s'appliquent aussi à la vie privée. Alors par exemple, sachez que si vous vous mettez en couple avec un autre salarié de votre entreprise aux États-Unis, vous êtes tenu de le signaler au RH, justement. Alors le PDG, dans cette histoire, il a dû démissionner. Elle aussi, selon la BBC, et l'entreprise s'est même fendue d'un communiqué où elle explique en gros qu'une enquête est en cours. Une enquête a été ouverte. Alors la vidéo de son côté, elle est devenue virale. En quelques jours, elle a dépassé 150 millions de vues. D'ailleurs, la spectatrice, je ne sais pas si vous avez vu, mais qui a partagé cette vidéo, ne regrette rien. Voici ce qu'elle déclare aux médias. Une partie de moi se sent mal de bouleverser la vie de ces gens, mais on récolte ce que l'on sème. Bam! Tolérance zéro, donc on ne compte plus les photos de détournement du couple. Certains internautes ont créé un montage, Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen. D'ailleurs, ces railleries, elles ne sont pas que sur les réseaux sociaux. L'équipe de baseball de Philadelphie, par exemple, s'est aussi moquée du couple illégitime en vrai. Avec leur mascotte, ils ont carrément rejoué la scène. Voilà, vous la voyez. Hop, surprise, on se cache. Un autre couple visé par la Kiss Cam a quant à lui prévu une pancarte. « C'est ma femme, peut-on lire ?» Voilà, hop, voilà, comme ça, tout le monde est prévenu. Et ce n'est pas tout. Même les marques ont aussi décidé de surfer justement sur cette moquerie. En Colombie, par exemple, c'est KFC qui s'en est amusé. Un homme apparaît avec des croquettes de poulet. Ne laisse pas la faim te prendre au dépourvu, reste plutôt avec l'original, nous dit la pub. Alors évidemment, ça fait rire, mais derrière cette rigolade, cette situation, elle crée quand même une réelle forme de malaise. Une internaute le rappelle, ces vidéos, ces kiss cam, elles forcent quand même l'intime en public et le consentement, nous dit-elle, n'est pas un spectacle. Peut-être est-il temps d'éteindre la caméra. Julie Graziani, qu'est-ce qu'elle nous montre, cette histoire ? Est-ce qu'il n'y a plus de distinction en fait, entre la vie privée et la vie publique, en fait ? Entre le pro même et la vie privée ?
180, un mot Un mot, il y a tellement d'histoires de relations sexuelles non consenties et d'abus sur le lieu de travail. Pour une fois qu'ils étaient vraiment amoureux avec des sentiments sincères, j'ai envie de dire, tant mieux pour eux, en fait. Et surtout, je pense qu'effectivement, il n'y a plus de distinction entre la vie privée et la vie publique. Quand on est un personnage public, susceptible d'être reconnu. Donc, vous devez faire attention en permanence. On peut le regretter. Moi, je regrette le bon temps de l'anonymat, vous étiez tranquille, personne ne vous prenait en photo où vous étiez. Voilà. Et là, simplement, aujourd'hui, c'est vrai que c'est dangereux. Et donc, je dois dire que quelqu'un qui travaille en plus dans l'IA, de se faire prendre comme ça en photo... On ne veut pas en savoir plus. Est-ce que vous voulez que je fasse un coming out? On ne veut pas en savoir plus. Jean Quatremer, juste je vous préviens, par précaution, vous êtes filmé là. Un dessin de Coco. Allez, je sais bien. Chaque mois. Déjà, voyons que sur les réseaux sociaux, l'adultère quand même est puni par lapidation virtuelle quand même. Et un deuxième dessin, Coco. C'est un peu triste. Et Andy Byron qui retrouve du boulot, cette fois, nos Impinch. C'est l'heure maintenant d'accueillir notre invité de la semaine, l'un des plasticiens français les plus connus au monde, membre de l'Académie des Beaux-Arts. Jean-Michel Othoniel a réinventé la bouche du métro Palais Royal à Paris, le bassin d'eau contemporain du château de Versailles. Son œuvre monumentale rayonne sur tous les continents. Et voici, Jean-Michel Othoniel, que votre univers merveilleux, poétique, investit 2 sites incomparables. La Cité papale d'Avignon, d'abord, mais aussi d'ailleurs une autre exposition à Cannes. 2 expositions événements avec plus de 300 œuvres, la plupart inédites. Et toujours d'ailleurs au cœur de ces projets monumentaux, un matériau bien particulier qui a fait votre gloire, que vous aimez travailler particulièrement, qui est le verre. Pourquoi le verre? Qu'est-ce qu'il a de magique à vos yeux, le verre? C'est le matériau parfait des métamorphoses, en fin de compte. Ce passage du liquide au solide, cette arrivée de la couleur dans mon travail aussi, de la joie. La lumière, le reflet, ça donne toute une autre dimension justement à votre travail. Et puis donc il y a cette exposition Cosmos à Avignon, une dizaine de sites, 250 œuvres. Voici d'ailleurs le livre dans lequel on retrouve les aquarelles, vos aquarelles qui représentent ces œuvres, qui est donc ce livre qui est donc publié à l'occasion de cette exposition dans un site bien particulier, Frédéric. Oui, le Palais des Papes. Alors vous dites que c'est assez intimidant, c'est vrai, quand on arrive comme ça, et vous avez réfléchi pour installer votre œuvre, pour développer votre concept. Vous avez pensé au poète florentin Pétrarque. Oui, parce qu'en fin de compte, cette ville, elle est très lourde. C'est une ville, c'est la ville du politique, c'est la ville du religieux. Donc, mais il y a une autre figure qui est celle du poète et qui enlève tout, qui rend cette ville plus légère, qui rend cette envie de voyager, d'aller d'un lieu à l'autre. Comment vous a-t-il aidé? Vous avez pensé à ces poèmes, à sa muse, c'est ça? J'ai pensé surtout à la forme poétique qu'il a créée, qui sont ces sonnets qui ont inspiré des artistes aussi différents que Michel-Ange jusqu'à Shakespeare, Pasolini aussi. Donc c'est un poète qui a créé cette forme poétique et qui m'a permis de construire cette exposition comme des sonnets. En fin de compte, on va d'un sonnet à l'autre, où je raconte un peu comme lui toujours la même histoire, mais de façon différente. Vous dites d'ailleurs, il y a une dizaine de sites, mais c'est la même exposition. C'est une grande exposition. C'est une grande exposition sur tous ces lieux, et c'est la première fois en France qu'une ville permet à un artiste d'investir tous ces lieux iconiques et tous ces musées surtout. Quand on parle de vos œuvres, on a le sentiment que vous aimez ce qui brille quand même. Est-ce que c'est le cas? Et si oui, pourquoi? Alors, c'est pas tellement ce qui brille. Moi, ce que j'aime, c'est ramener une image positive du monde, une image joyeuse, merveilleuse. Et j'aime que les gens s'échappent et qu'ils s'échappent de la réalité, qui est parfois très sombre, et que durant ce temps de rêve, de suspendu, qu'ils se reconstruisent. C'est ça. Il y a cette exposition, Cosmos ou les fantômes de l'amour à Avignon. Il y a une autre exposition à Cannes, où là, vous jouez beaucoup sur à la fois le bleu, le doré. Ce sont deux expositions qui sont simultanées, toutes les deux dans le sud de la France. Elles se répondent en quelque sorte. Est-ce qu'il faut... Oui, elles sont complémentaires. Elles sont complémentaires. Celle de Cannes est beaucoup plus intime. C'est un musée qui vient d'ouvrir, donc qui est sur la Croisette. On a ouvert ça pendant le Festival de Cannes, ce qui était assez amusant et ce qui m'a donné l'occasion de faire ce titre qui s'appelle Poussière d'étoiles, histoire de faire un peu de jeu de mots avec les stars qui étaient autour de moi.
Et c'est, oui, deux façons de voir les œuvres. Autant à Cannes, on est dans les œuvres, on est dessus. Autant à Avignon, on est dans cette espèce de théâtralité constante et dans ce parcours, dans ce mouvement. Et puis cet univers merveilleux qu'est le vôtre, c'est aussi le nôtre à nous, Parisiens, et pas seulement d'ailleurs, aussi très largement aux touristes. Je pense évidemment à la bouge métro Palais Royal, réinventée il y a presque 30 ans, un peu plus de 25 ans, 99, 25 ans, 2000. Est-ce que vous aviez l'idée à ce moment-là, c'est devenu un des monuments les plus photographiés de Paris par tous les touristes. Est-ce que à l'époque, lorsque vous avez réalisé cette œuvre, c'était une œuvre qui avait vocation à être justement pérenne et Alors pérenne, oui. À cet endroit, non. C'est-à-dire qu'on l'endroit s'est imposé de lui-même avec la RATP, puisque c'est une commande de la RATP. Et c'est devenu un petit monument dans Paris. C'est le seul qui reste de l'an 2000, en fin de compte. Donc ça fait 25 ans, comme les 25 ans d'Avignon aussi, qui fête ses 25 ans de ville culturelle européenne. Et donc c'est vraiment beaucoup d'anniversaires, oui, cette année. Depuis plus de 30 ans, la voix rauque, la poésie d'Arthur H en font un chanteur singulier, mais c'est surtout un artiste aux multiples talents, auteur, compositeur, peintre, comédien et bien d'autres, et à l'imagination sans limite. Bonsoir, bienvenue. Vous nous entraînez dans cet album dessiné par l'illustrateur Alfred, dans votre univers bien à vous. C'est une balade jouissive dans un monde un peu foutraque. On vole, on saute, on court, on folâtre, quoi. Bien sûr, on chante aussi, sur terre, sur mer, dans les airs. La solidité du rêve, c'est le titre de cet album dessiné, paru chez Casterman. Pourquoi la solidité du rêve, Arthur H? Pour vous, les rêves sont quasiment plus solides que le réel, que la réalité? Tout autant, parce que en tout cas, la réalité est faite de rêves et d'imaginaires. Je pense qu'on est des êtres très psychiques et que l'imagination et le rêve sont juste la façon qu'on a de communiquer avec le réel en général. Et votre inspiration artistique, des fois, vous la puisez dans vos rêves? Paroles, musique. Ça arrive, ça arrive. C'est assez rare, mais ça m'est arrivé de composer là pour le film Ange, dans lequel j'ai joué. Il y a un grand thème à la fin et je l'ai entendu en rêve. Je me suis réveillé avec cette mélodie et je me suis précipité à mon piano. T'as donné une chanson que vous avez composée ensuite? Le thème final du film, je l'ai vraiment entendu dans un rêve. C'est assez troublant. Alors au fil de cette balade, donc on vous suit, on suit les personnages qui volent. D'ailleurs, souvent, ce sont des personnages volatiles. Le rêve vole. Et on voit d'ailleurs apparaître aussi la figure de votre père, Jacques Higelin, en astronaute, en cosmonaute, ce qui avait d'ailleurs donné un titre, Cosmonaute père et fils. Je propose d'écouter un extrait. Sa tête est restée là-haut, dans l'univers. Papa est cosmonaute, un très bel astronaute. Papa est cosmonaute. Est-ce que votre père, aujourd'hui, il continue de vous inspirer dans votre musique, dans votre processus créatif de manière générale? Moi, j'ai une théorie là-dessus. Je pense que les gens qui sont décédés, qui sont plus là, continuent de vivre en nous, en fait. Ils ont leur propre vie qui est la plus psychique et tout ça. Donc, mon père est en moi, bien sûr. Je le convoque parfois, surtout sur scène. Comme c'était quelqu'un vraiment de la scène, Des fois, je me dis, tiens, il est là, il est avec moi. Esprit, es-tu là? Et Esprit est là. Pourquoi est-ce que tous ces personnages volent, donc quasiment le rêve est très volatile, les personnages sont très volatiles dans votre album. Le rêve, c'est forcément s'envoler, planer, prendre de la hauteur Oui, c'est une image de liberté. C'est vrai qu'il y a des rêves, effectivement, où on s'envole. Et du coup, on ressent une espèce de sensation extraordinaire de légèreté et de liberté. Donc, c'est une espèce de parabole, mais... Et on voit justement aussi ces mélodies qui s'envolent en quelque sorte, et ces textes plutôt qui s'envolent, pardon, et qui attendent leur mélodie, ces vols de chansons sauvages. Qu'est-ce que c'est exactement? Et est-ce que ça aussi, c'est une démarche? Ça, c'est une idée d'Alfred que je trouve très très belle, où ça part aussi d'une discussion qu'on avait eue sur une chanson de Leonard Cohen qui s'appelle The Tower of Songs, où il dit qu'il y a une espèce de tour comme ça, où il y a des êtres invisibles qui fabriquent toutes les chansons du monde. Et que lui, quand il écrit une chanson, il se connecte à cet espace et qu'il reçoit les chansons. Qui est encore une fois une parabole, mais une parabole qui a été décrite par beaucoup d'artistes quand même, et de scientifiques aussi. Alfred nous décrit comme ça dans un paysage, et tout d'un coup, il y a des chansons qui tombent du ciel, qu'on attrape au vol. C'est une image très poétique. C'est le sentiment que vous avez vous-même dans votre processus créatif, quand vous avez l'impression parfois qu'une chanson ou qu'une mélodie vous arrive d'ailleurs, du ciel? C'est vrai que c'est assez troublant, je dois dire.
Parfois, effectivement, on est là. Il suffit d'être dans le bon état de réceptivité, d'être prêt, en fait, d'avoir une certaine forme d'enthousiasme aussi, de joie. Ça aide beaucoup. Et tout d'un coup, il y a quelque chose qui apparaît, qui est de l'ordre d'une révélation. On ne sait pas d'où ça vient du subconscient, ça vient d'ailleurs, ça vient d'une émotion, je ne sais pas. Il faut lire La solidité du rêve, on mesure le caractère indispensable du rêve, justement, pour avancer, pour respirer en quelque sorte. En tout cas, ça donne de l'énergie. C'est le cas. C'est un livre très fantaisiste, mais ce genre de fantaisie comme ça, qui a un peu de sens, ça donne du cœur, je trouve. Merci Arthur H. Merci. Un dessin de notre ami Louison. Alors, Arthur H., vous êtes le héros d'un grand dessinateur qui est Alfred. Voici un autre héros d'un grand dessinateur, un certain Tintin, qui veut bien échanger votre BD contre les bijoux La Castafiore. Guillaume Blot, bonsoir, installez-vous. Bonsoir à vous. Vous avez publié ce magnifique album, Resto routier, aux éditions Webec. C'est plein phare, hein, on le voit dès la couverture. Alors, vous êtes allé à la rencontre de nos restaurants routiers, hein, de notre pays. Il y en a encore 700 aujourd'hui, il y en avait 4000, ça a beaucoup baissé. Vous en avez arpenté plus d'une centaine. On vous avait reçu sur ce plateau pour les rades. Oui, c'est vrai. Vous aviez fait un album, c'était il y a 2 ans. C'était formidable. D'ailleurs, ça a connu un très grand succès. Hein, les rades, donc tous ces cafés, ces bistrots qui disparaissent aussi, qui n'ont plus la même patine aujourd'hui. Et donc, aujourd'hui, c'est dans les restos routiers que vous êtes rendu. Pourquoi ce choix des restos routiers? Pourquoi ce choix? Tout simplement parce que pendant ce Tour de France des rades, où j'ai pu étraîner ma voiture, aller à la rencontre des rades et bistrots, le midi, le soir, pour manger. Je préférais m'arrêter dans les relais routiers, pour pas être seul, pour vraiment bien manger, et puis aussi pour prendre une douche. Et j'y voyais des scènes de vie incroyables, j'entendais des histoires vraiment qui m'ont beaucoup touché. Par exemple, donnez-nous un exemple d'une personnalité, parce que c'est ça, il y a des personnalités. Hein, les légendes, il faut les retrouver à la fin. Exactement. Vous voulez tellement les mettre en valeur que vous avez mis les légendes à la fin du livre. On a voulu faire une forme de balade en France avec Catherine Barleux, la graphiste, et Marie Bonneman, mon éditrice, pour vraiment se promener dans les relais routiers, voir toute la vie. Alors, qui vous a marqué? Dites-nous qui vous a marqué. Je pensais envoyer Catherine, la chef de la cabane Bambou, petit village de la Somme, à Bray-Cornehaute, qui est une chef incroyable, qui fait des petits plats, parce que vraiment, comme elle aime, elle flambe tout au cognac, c'est un peu sa petite manière de dérehausser un peu les plats. Et c'est une rencontre qui m'a vraiment marqué, par exemple. Frédéric. Alors, on croit tous savoir ce que c'est un resto routier, ça semble tomber sous le sens, mais il y a quand même des critères relativement précis. Lesquels? Les critères sont un grand parking, déjà, pour recevoir les camions, les douches, en tout cas les coins hygiène, pour pouvoir effectivement se doucher. Et puis bien sûr une cuisine authentique, généreuse, copieuse. Pas cher. Entre 16 et 20 euros généralement. Donc c'est vraiment imbattable, entrée, plat, dessert, quart de rouge et café. Donc c'est plutôt généreux et bon marché pour la qualité que l'on peut avoir là-bas. Et comment vous... Pardon, Julia, je pensais à votre technique d'immersion, en fait, qui est un peu particulière, hein, parce que vous cachez votre appareil photo, notamment. C'est comme ça. Cadeau, oui. Vous cachez votre appareil photo et puis vous discutez comme ça avec les gens en comptoir. C'est comme ça que vous essayez de gagner leur confiance. Exactement. Je ne peux pas arriver dans ces lieux avec mon appareil et consommer l'image et prendre des photos. Le terme prendre, je ne l'aime pas trop, notamment en photographie. L'idée, c'est vraiment d'avoir un échange. D'abord, le plus humain possible au comptoir, où je passe un petit temps, ou même quand je mange à table avec les grandes tablées de chauffeurs. Et ensuite, à un moment donné, une fois que j'ai fini toutes mes questions posées de curiosité, ils s'intéressent à moi un peu plus aussi. Et puis c'est là où je dis que je ne suis pas là uniquement pour manger une tête de veau, mais aussi pour capturer, en tout cas, l'essence du lieu par des images, des sons, des textes, en tout cas des témoignages que j'essaie de récolter. C'est comme ça que vous capturez cette photo de... C'est Johnny qui est... C'est Johnny en couverture, capturé par... Une magnifique photo. Christophe dit Johnny Hallyday aussi. Alors pourquoi lui? Qu'est-ce qui vous a marqué chez lui? C'était une belle rencontre un midi à l'Abbati, en Savoie, au restaurant routier Le Tarin. Il était de passage pour prendre le café et on a tout de suite sympathisé au comptoir et il a voulu me montrer son camion, sa cabine, et à un moment donné où il est monté, je lui ai dit « Johnny, bouge pas ». Et vous avez votre cliché. Il s'est retourné et j'avais l'image de Johnny. Ils acceptent facilement de se prêter au jeu des photos. Ils sont surpris que je m'intéresse à leur métier, à leur environnement. Ils sont quand même plutôt peu considérés aujourd'hui. Les loin, le temps de Max Meignier, on les retrouvait en prime time sur RTL dans les années 70, donc d'avoir un
un photographe qui s'intéresse, qui les écoute, qui leur propose de réaliser une image un peu souvenir. Ils sont plutôt ravis ensuite et ils se laissent aller. Où est-ce que vous nous emmèneriez, dans quel routier là, ce soir, si on devait... Je vous emmènerais bien à la table d'hôte, dans l'Aube. On mange une superbe choucroute que j'ai photographiée notamment, qui donne le sourire. Merci encore d'être venu sur ce plateau, Guillaume Blot. Resto routier, et c'est vraiment une sorte de roman graphique des routiers, des restos routiers d'aujourd'hui. On peut voir ça comme ça. Voilà. Ça me plaît beaucoup. Je vous encourage à y aller. Merci. Allez hop, sortez le monoeil, le parasol, la glacière. Direction la plage, 55 stations balnéaires, près d'une centaine de portraits, de Bray-Dunes à Saint-Tropez. Le photographe Stéphane Gladieux, bienvenue à vous, a fait un vrai tour de France pour essayer en fait de mieux cerner à quoi nous ressemblons, nous autres Français. On allait au bord de la mer, c'est cet ouvrage savoureux à déguster, publié chez Actes Sud, à déguster sans modération. Mais d'abord, Stéphane Gladieux, pourquoi est-ce que vous avez choisi justement cet endroit bien précis, la plage? Comment l'idée vous est venue à l'esprit? Est-ce que c'est parce que c'est un endroit où on se ressemble tous, en quelque sorte? En quoi ça qualifie justement, ça identifie le Français, la plage? Je ne sais pas si on s'y ressemble tous, non. Je pense que c'est plus un espace sociologique et unique, dans le sens où on trouve tout le monde, toutes les classes sociales, toutes les tranches d'âge, toutes les couleurs de peau, tous les types de sexualité, on trouve tout le monde dans un espace qui est particulier parce que on y est seul avec tout le monde. Est-ce qu'on pose exactement de la même façon selon les endroits? Par exemple, on va avoir deux photos successives, l'une prise à Marseille et puis l'autre à La Baule. Est-ce que les gens que vous avez rencontrés posent de la même façon à Marseille? Là, je crois que c'est un cliché. Et là, on est cette dame habillée en rose, c'est à La Baule. Est-ce qu'il n'y a pas déjà une différence simplement En fait, je pense que les gens, moi je les laisse libres, dans leur portrait, je suis là pour les laisser libres, effectivement, je ne les dirige pas. J'indique simplement un endroit, une marque au sol, j'utilise toujours le même procédé, même distance, même éclairage. Simplement, je choisis, en règle générale, toujours l'arrière-plan pour jouer entre cet arrière-plan et le premier plan. Vous dites que vous ne les dirigez pas vraiment, mais ça veut dire qu'eux, ils sont force de proposition. À ce moment-là, quand ils acceptent d'être pris en photo par vous, ils vous disent qu'ils ont envie de dégager d'eux-mêmes. Comment ça se passe, en fait? En fait, Parce qu'elles sont très différentes, ces photos, on le voit bien. Elles sont très différentes. Ce sont des gens qui sont tous, effectivement, très différents et que je croise comme ils sont. Donc, en fait, ils ne sont pas accessoirisés, ils ne sont pas stylisés. Je les croise comme ils sont et je leur demande s'ils acceptent d'être photographiés. Et le temps de m'installer, je prends volontairement un peu plus de temps pour les laisser, effectivement, se poser et s'installer dans leur portrait. Sur la plage, on est nus ou presque. Enfin, certains sont complètement nus, mais on ne va pas s'étendre sur les vacances de Jean Quatremer. On est sur un faux pied d'égalité. C'est aussi ce que vous dites. Et c'est aussi d'ailleurs ce qu'on voit à travers les photos. C'est-à-dire qu'évidemment, on n'est jamais totalement détaché de son milieu social ou culturel. Selon les photos qu'on prend, selon les régions, ou si on va à Bray-Dunes dans le nord, par exemple, ou si on va au Cap-Ferret, on n'a pas exactement, c'est naturel, c'est normal, la même sociologie. Non. On voit ça aussi à travers les photos. Bien sûr, et c'est ça qui est intéressant, c'est ce qu'écrit d'ailleurs Christophe Granger, le sociologue historien qui écrit. C'est une saison des apparences. Oui. Effectivement, on va en vacances, on va choisir en fait une tenue, on va tenir une teinte, un style précis. Et c'est vrai qu'on a peut-être tous quelque part quelque chose d'archétypal. Et je trouve ça très touchant. Oui, c'est formidable, c'est extrêmement touchant, vous l'avez dit, poétique, enrichissant aussi. On en apprend énormément sur ce que nous sommes et sur notre pays. Donc près d'une centaine de portraits. C'est chez Actes Sud, on est allé au bord de la mer. Il y a un portrait, un cliché que vous n'avez pas su saisir, Stéphane Gladieux. Heureusement, Coco l'a pris. Ah, les bords de mer, on a tous reconnu Jean Quatremer. Frédéric, votre histoire de la semaine, elle le confirme, nous le savons tous, mais surtout Pascal Blanchard, le sport, ça conserve. C'est ce dont témoigne le parcours d'un homme qu'on présentait comme le plus vieux marathonien du monde. Un athlète britannique d'origine indienne, il s'appelait Fauja Singh, on le surnommait la tornade au turban. Le turban parce qu'il était de religion sikh. Et il est décédé lundi dans son village natal en Inde, mort accidentellement fauché par une voiture à l'âge de 114 ans. La fin d'une existence dont tout le monde s'accorde à dire qu'elle aura été exceptionnelle. Il est né le 1er avril 1911 et c'est sur le tard, comme on dit vraiment sur le tard, à près de 85 ans, qu'il s'est mis à la course à pied, chose qui lui a longtemps été impossible. Jusqu'à ses 5 ans, le petit Fauja était même incapable de marcher, il manquait de force dans les jambes.
Et il était si malingre que dans son village, on se moquait de lui en le surnommant Bâton. Jamais scolarisé, il devient par la suite fermier, puis chef de famille. Il aura 5 enfants, dont une fille qui succombera en accouchant. 3 des 4 autres émigrent ensuite au Canada et au Royaume-Uni, tandis que Fauja Singh reste en Inde, étape du Pendjab, avec sa femme et Kuldeep, leur dernier fils. Il a 81 ans quand sa femme décède. Il pense alors qu'il va rapidement la rejoindre et pourtant, la vie continue comme son quotidien de fermier, les travaux dans les champs avec son Benjamin Kuldeep. Mais un jour de 1994, alors qu'ils sont en train de réparer un fossé d'irrigation, surgit une forte tempête de mousson. Les 2 hommes n'ont pas le temps de se mettre à l'abri. Et non loin d'eux, le toit en tôle d'un bâtiment s'envole. Il s'abat sur Kuldeep et le décapite. Suite à ce nouveau drame, Fauja Singh craint un temps de devenir fou. Il a perdu sa fille, sa femme, maintenant son fils. Et c'est à ce moment-là, pour ne pas devenir fou, qu'il prend la décision de partir s'installer chez son aîné, dans la banlieue de Londres, où, pour garder la forme, il se met alors à courir avec un groupe de la communauté sikh. Et Fauja Singh court bien, étonnamment bien. Pour son âge, il fait montre d'une endurance incroyable qui lui permet de faire son premier marathon à l'âge de 89 ans. C'était celui de Londres. Et son entraîneur raconte que la tornade au turban pensait au départ que cette course de 26 miles était une course de 26 kilomètres. Ce qui ne l'a pas empêché, malgré tout, d'en venir à bout et d'effectuer les 42 kilomètres en 6h52, battant de près d'1 heure le précédent record des plus de 85 ans. Il explose ensuite le record de l'homme le plus rapide à courir un marathon à plus de 90 ans, puis à plus de 100 ans, le record de l'homme le plus âgé à terminer un marathon. Il n'y en a jamais eu d'autres, des hommes de plus de 100 ans à terminer un marathon, des exploits toutefois non homologué par le fameux livre Guinness des records, Fauja Singh ne disposant pas de certificat de naissance permettant de prouver officiellement son âge. Pour autant, ses performances, marathon de New York, marathon de Toronto, marathon de Hong Kong, lui valent une popularité mondiale. Popularité telle qu'il porte à 2 reprises la flamme olympique et qu'en 2004, il devient l'image d'Adidas aux côtés de David Beckham et de Mohamed Ali quand la marque lance une campagne de pub autour de son slogan « Rien n'est impossible ». Rien n'est impossible. Le parcours de Fauja Singh en a été l'illustration et c'est une pluie d'hommages qui a suivi l'annonce de sa mort lundi jusqu'au Premier ministre indien, saluant une personnalité unique qui a inspiré la jeunesse de son pays sur un sujet très important, la forme physique, une forme que le centenaire disait tenir de son régime alimentaire rigoureux. Jamais d'alcool, jamais de viande, mais énormément de lait caillé, de thé au gingembre et de laddu, une petite pâtisserie indienne au sirop de sucre. Voilà donc pour les préconisations culinaires. Mais cette histoire nous offre évidemment bien plus. Elle nous montre que le corps est un trésor, qui, si on l'entretient, est en mesure de réaliser des merveilles. Elle nous montre qu'il n'y a pas d'âge pour progresser, pour se réinventer, pour reprendre en main son existence, pour se lancer de nouveaux défis. Elle nous montre que 90 ans, ce n'est pas forcément la fin de tout, que ça peut même être un commencement et que la persévérance permet parfois de se relever du pire. Fauja Singh le disait lui-même, de mes tragédies sont nés finalement beaucoup de succès et de bonheur. C'est ce qu'on appelle la résilience, une sacrée leçon de vie. Quelle belle histoire. Merci pour cette belle histoire de la semaine, Frédéric Pommier. Vous avez raison, vous avez entendu Pascal Blanchard, 89 ans, c'est un début. Merci Frédéric. Et comme le dit si bien Thibaut Soulcier, l'important, c'est de participer. Comme tous les coureurs, le plus vieux marathonien du monde avait une montre connectée qui lui a dit « Vous êtes arrivé ». Bonsoir Benjamin. Aux États-Unis, un sénateur a récemment tenu un discours de 25 heures, nouveau record du monde de la tartine. 25 heures, 5 minutes de jactance continue, tel est le tour de force réalisé par Cory Booker le 31 mars dernier devant ses pairs et en direct sur TikTok, soit 1 heure de mieux que le précédent record de 1957. Exploit d'autant plus étonnant que le sénateur ne cherchait ni à ralentir les débats, ni à repousser un vote, mais simplement par son discours à se dresser tel un rempart devant la politique du gouvernement Trump. 1 jour et 1 heure à tenir le crachoir donc, sans jamais ni quitter son pupitre ni s'asseoir, puisque telles sont les règles de l'exercice.
Forcément, ceux d'en face n'ont pas manqué de se gausser, ont traité Booker de Spartacus à 2 $, de Robin, des blabla. À l'inverse, côté démocrate, on revit. Le marathon du sénateur a galvanisé les troupes. Le comble, c'est qu'aussitôt terminé son topo, Cory Booker a dû, c'est normal, répondre à des interviews sans fin. Alors qu'il a évoqué dans son allocution des sujets souvent profonds, de la coupe des budgets jusqu'à son propre parcours au sein d'une famille discriminée, les journalistes sont revenus sur une question, une seule, celle fondamentale que tout un chacun se pose. Pour tenir aussi longtemps sans ressentir le besoin d'une pause, le sénateur a-t-il utilisé, oui ou non, une sonde urinaire, voire des couches ? Eh bien, ni sonde, ni couche. Cory Booker s'est simplement abstenu d'avaler quoi que ce soit dans les 24 heures précédant son speech. Évidemment, sur la fin, les crampes l'ont rattrapé, puis les douleurs musculaires et la migraine, pourtant anticipée à coups d'ibuprofène, ce qu'il faut souffrir pour réveiller la démocratie. Et encore, je ne parle pas du supplice de la bouche sèche, autre problème de ceux qui choisissent de s'abstenir de boire pour monopoliser le micro. Merci Benoît Forgeard, merci à vous de nous avoir suivis, chers amis. On se quitte en musique avec un clin d'œil aux plages de notre invité photographe sur la planche du groupe La Femme. Vous l'entendez, je vous retrouve demain à 20h05 pour le Club international de 28 minutes. Tchuss.